et je crois que malgré tout, ce qu'on appelle crise de la démocratie a très très peu à voir avec la démocratie. C'est vraiment une crise du système représentatif, bon, en tant que tel. Et d'une certaine façon, une crise qui, atteste précisément du fait qu'il y a très très peu de démocratie dans ce système. Parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une espèce de grand corps collectif qui s'appellerait le peuple, comme ça, qui réclamerait des choses, qui s'exprimerait à travers des représentants. Mais c'est pas comme ça. Il y a une offre en quelque sorte, et bon, on se situe par rapport à une offre, mais je crois que fondamentalement, il faut inverser un peu les choses. On dit toujours, on fait toujours comme si c'était le peuple qui crée en quelque sorte la représentation. Non, c'est la représentation qui crée le peuple. Ay, lo vino. Seguro que fueron los vinos. Con mucho amor. Noche de amor y esperanza entre dos seres que se aman sin ninguna condición. Bon, je vais commencer par faire une petite introduction pendant que le président fait son travail de serviteur, c'est normal. Le président s'asseye. On y va, tu peux y aller. Alors, c'est notre premier débat des législatives, non pas en général, mais pour la seconde circonscription, puisqu'on a déjà eu ce genre de discussion avec des candidats de la 4e circonscription, où depuis j'ai appris qu'ils étaient 17 candidats, ils ont bien de la chance, ils sont très nombreux. Nous, on s'occupe maintenant de la seconde, c'est-à-dire celle de Bergerac et du Bergeracois. Et merci beaucoup d'être là toutes les deux. Donc, Madame Alain, qui est la députée sortante, tout le monde vous connaît, et Madame Boutillier, qui est donc la candidate de France Insoumise. Alors, merci beaucoup d'être là, et je dois vous communiquer les excuses probables de 3 autres candidats qui auraient pu être là, mais qui n'ont pas pu, qui ne sont pas disponibles. Monsieur Zaccaron et Madame Blanc, c'est le cumul des mandats qui a encore frappé, ils ont un truc à faire à la CAB, etc., donc ils ne peuvent pas venir. Et Monsieur Delpont a failli venir, mais il vient de nous appeler pour nous dire que ce n'était pas possible et qu'on essayerait de le voir demain à l'ouverture de son local de campagne. Voilà, c'est un peu regrettable parce que Monsieur Delpont est un peu, aurait fait tâche parmi vous, puisque vous êtes plutôt de gauche et lui, je ne sais pas comment il se définirait, mais enfin, il est REM, République en marche, dont on ne sait pas si c'est de gauche, de droite, enfin bref, il y a une discussion là-dessus. Voilà. Et donc je voudrais juste commencer en disant qu'on va partager ce débat en deux, en gros. Premièrement, la situation au niveau de notre pays, de ces élections législatives dans toute la France. Et deuxièmement, votre mandat ici, comment vous le voyez, comment vous l'avez vu, Madame Alain, et comment vous le verrez pour la prochaine mandature. Voilà. Alors cette situation globale, disons que tout le monde le sait, on parle beaucoup de renouvellement, un président de la République de 39 ans, un parti qui se réclame de lui et qui est né il y a à peine 2 ans. Un an. Même pas, oui, un an. Des candidats de ce parti dont on dit qu'ils sont souvent primo-arrivants, n'ayant eu aucune responsabilité politique préalable, des gens, dit-on, de la société civile. Tout ça est sans doute à revoir un peu précisément. Bref, s'agit-il de renouvellement? S'agit-il, comme aussi on le lit, parce que c'est un problème, hein, il y a d'un côté ceux qui disent « oui, c'est formidable, c'est le renouvellement », et puis ceux qui disent « pas du tout, c'est l'oligarchie qui veut sauver ses fesses ». C'est-à-dire le système des partis qui est un peu vieillissant, eh bien il a besoin d'être rajeuni, mais au fond sans vraiment être renouvelé, ou du moins dans l'esprit, dans la lettre peut-être, mais pas dans l'esprit. De nouveau des candidats nommés par Paris, enfin une commission électorale, etc. Et puis de nouveau des candidats qui sont tout de même souvent, comme d'ailleurs M. Delpont, s'il était là, je lui dirais, un notable, enfin, des gens qui peut-être n'ont pas de mandat, mais enfin ont une certaine situation, disons, dans la vie locale. Alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les candidats de la République en marche, mais enfin ici c'est un peu le cas en tout cas.
Voilà, c'est un peu décevant qu'il ne soit pas là puisque vous êtes plutôt de gauche l'une et l'autre, hein. Et lui, ma foi, ne semble pas l'être. Je ne fais pas un procès comme ça, on en parlera avec lui. Procès, on a le droit de ne pas être de gauche. Non, enfin, je veux dire, moi, je suis pas on sûr ne va pas d'être de l'identifier, gauche, on ne va pas l'essentialiser tout de suite, on va attendre de voir ce qu'il a Voilà, proposé ou à nous on dire verra, en tout cas. on verra peut-être demain. Voilà, donc que pensez-vous l'une et l'autre de cette situation, donc on dit renouvellement ou oligarchie qui se requinque un petit peu, enfin qu'est-ce que vous en pensez, Madame Alain? Alors, je dirais que c'est un peu les deux, mais franchement, moi, c'est assez choquant, rien que la façon d'ailleurs dont ils recrutent les candidats aux législatives. Il faut envoyer un CV, c'est technocratique, hein. Enfin, c'est pas, enfin. Bon, excusez-moi, mais je vais être un peu méchant. Excusez-moi, mais votre propre candidature tient à une affaire de cuisine électorale. Si c'est ça que vous êtes en train de viser, non, c'est pas on sait bien que si vous êtes là, c'est parce que vous avez laissé la place au PS à Périgueux sans écolo, et qu'à Bergerac, on a dit il y aura une écolo, c'est vous, mais pas de PS. Moi, j'appelle pas ça une cuisine électorale. Ah bon? Il y a eu des accords politiques à un moment donné. Oui. On a fait le choix au niveau national, appelez-le comme vous voulez. Accord on a politique. fait le choix au niveau national de retirer notre candidat à l'élection présidentielle. C'est quand même un choix courageux que très peu ont fait, qu'on le reconnaisse, quand même. Donc notre parti a fait ce choix-là. D'accord. Mais il ne l'a pas fait comme ça, justement avec de la cuisine électorale. Ça a été beaucoup critiqué. La discussion pour arriver à un accord politique a été assez longue. D'accord. On voulait arriver à un accord politique. Bien sûr. Ça a été le cas. C'était un accord sur un projet politique. Et évidemment, avec cet accord sur un projet politique, il était important pour nous, écologistes, d'avoir à l'Assemblée nationale des représentants de ce parti Europe Écologie Les Verts qui retirait son candidat à la présidentielle. Retirant le candidat, on s'enlève du temps de parole à la présidentielle pour porter notre projet. Donc on a voulu vérifier que Benoît Hamon le ferait. Ça a fait partie des discussions. J'ai assisté à plusieurs meetings, j'ai pu vérifier effectivement qu'il portait, que c'était un projet global qu'il portait, donc un projet d'écologie politique. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a accepté cet accord. Il est normal que nous souhaitions avoir à l'Assemblée nationale des représentants pour porter ce projet. Et que dans cet accord, il y ait effectivement des personnes du Parti Socialiste qui ne soient pas candidats face à... Alors on peut l'appeler cuisine, appelez-le comme vous voulez. D'ailleurs pour moi la cuisine, c'est pas forcément négatif. J'aime bien faire la cuisine. C'est vrai. Je pas celle-ci en général, j'y ai pas participé d'ailleurs. Non, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que vous n'êtes pas forcément très bien placé pour dénoncer la façon dont M. Macron veut faire son propre parti. Comme vous disiez, en demandant les CV des gens, enfin bref, en bricolant. Non, mais ce que je trouve, c'est que c'est effectivement une façon très technocratique. C'est exactement comme, enfin, on n'est pas dans l'embauche, c'est pas l'embauche de quelqu'un, c'est pas du tout la même chose. Il est probable qu'il le prend comme ça, oui. Bah oui, raison. quand même, Oui. c'est. Bon, après, voilà. Il veut faire le comité entreprise, local d'En Marche, Bergerac, à qui j'avais posé la question, me disait mais non, c'est bien, ça remonte de la base. C'est vrai, bon, malheureusement il n'est pas là, donc on ne va pas trop insister là-dessus. Il faudrait parler aux autres candidats, ceux qui étaient candidats à la candidature, pour voir ce qu'ils en pensent. Alors, je crois que à la question de Gilles sur oligarchie, la cuisine a été pas mal. À la question de Gilles entre renouvellement et oligarchie, Christelle Boutillier. Avant juste de vous laisser la parole, justement, tu parlais du phénomène Macron, mais franchement, Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas dire qu'on soit dans le renouvellement. Enfin, il s'appelle mouvement, enfin peut-être. Non, mais le candidat Mélenchon présidentiel, moi je ne vois pas le renouvellement. Alors, à vous la parole là-dessus.
Alors, est-ce qu'on va parler déjà de M. Macron ou j'enchaîne directement sur M. Mélenchon? Allez-y, c'est comme vous voulez. Sur la question très générale, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un renouvellement ou est-ce qu'on a la continuité de l'oligarchie partitocratique habituelle? Pour nous, et on était d'accord sur le fait que c'était complètement une tambouille. Alors, on ne va pas parler de cuisine, mais peut-être de tambouille aussi, à savoir que la majorité du gouvernement, donc on parlait de REM, mais il y a aussi pas mal de gens du MoDem dedans. Donc, effectivement, moi j'ai vu au niveau local, les appels à candidature pour En Marche, effectivement, se faisaient avec un CV à montrer, plus une validation sur Internet, etc. Donc sans même rencontrer les différentes personnalités ou les différents candidats potentiels. Ça s'est fait beaucoup par téléphone, par exemple. Oui. Et sur validation d'une page Internet, donc c'est vrai que c'était assez particulier comme démarche. À savoir que moi, si je suis candidate là, à la députation, ça a été validé par ce mouvement, justement. On a eu des assemblées citoyennes et donc les candidatures sont remontées de ce mouvement-là, donc en concertation avec tous les groupes d'appui locaux de la France Insoumise. Ça veut dire qu'il y a eu des primaires parmi vous, par exemple, ou quoi? Pas du tout. Non. Non. Mais il y a eu effectivement des propositions de candidature et cela s'est voté comme la plupart des choses au sein du mouvement de la France Insoumise, à savoir que rien n'est validé par un individu mais par le mouvement. Donc à chaque fois c'est sous forme de référendum et tout est acté, si vous voulez, de cette manière-là. Mais plus précisément, votre candidature, est-ce qu'elle est remontée? Enfin, comment ça s'est passé à l'échelon local? Les militants locaux. Voilà, c'est ça, absolument. Qui ont vous avez proposé... Alors moi, avant d'être candidate, j'ai toujours été militante, comme je vous l'expliquais également ce matin, soit dans l'associatif local ou humanitaire. Les candidatures ont été proposées au niveau local et ça a été validé par le national, après étude de chaque candidature. Pas plus tard que samedi dernier, nous étions à Paris pour la fameuse convention législative donc sur Villejuif, où effectivement, normalement j'aurais dû être candidate suppléante, mais voilà, il nous a été demandé lors de cette convention de pouvoir éventuellement changer notre binôme. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le mouvement La France Insoumise voulait une parité absolue. Parité, d'accord. Voilà, au niveau des binômes représentés au sein de l'Éducation nationale. Donc, et au sein de l'Assemblée nationale. Et votre suppléant a accepté la... Absolument, donc validé par notre directeur de campagne qui était là également. Donc voilà, nous en fait on ne veut pas mettre un individu en tête d'affiche, hein, parce qu'on est pour le non-cumul des mandats, on en parlait tout à l'heure. Ce qui n'empêche pas de mettre tous votre photo quand même. Hein. On est un petit peu obligé. Hein. Je tiens à vous dire que sur pas sûr de ça. Ça a été fortement conseillé. On est obligé à rien, mais sauf que c'est important effectivement que les gens sachent, font référence à la personne. Non, mais quitte à renouveler, ça aurait pu faire un truc rigolo, mais bon. Oui, enfin bon. Moi, c'est vrai que, par exemple, dans mon journal de campagne, j'ai pas mis. Je sais que certains mettent des photos où il n'y a que. Bon, oui, d'accord. J'y suis, mais enfin, bon, oui, mais enfin, il y a 3-4 photos où il n'y a absolument pas. La photo qu'on verra sur les panneaux électoraux. La photo qu'on verra sur les panneaux électoraux. Si je peux me permettre de compléter. Parce que alors, pardon, Didier Bustamante, on ne l'a pas présenté au début, mais qui fait partie de la France Insoumise. Qui accompagne la candidate, mais on a fait le choix dans chaque intervention, quand on est sollicité, d'avoir effectivement l'un des deux candidats et puis une personne qui te complétante sur les questions. Voilà un signe de renouvellement. Non, mais je crois que c'est intéressant parce que bon, on a tous des représentations, sauf qu'effectivement il y a une façon traditionnelle d'acter des candidatures dans le champ politique pour les élections. On l'a vu pour la présidentielle, il y a eu des primaires à droite, il y a eu des primaires à gauche, il y a eu voilà. Et après, pour les législatives, il y a, comme l'a expliqué Brigitte, des désignations dans le cadre d'accords. Et puis, il y a deux espèces de trucs qui s'appellent d'un côté En Marche, dont on peut penser ce qu'on veut, et un autre truc qui s'appelle La France Insoumise, qui sont des mouvements qui ont proposé effectivement une autre manière de procéder sur cette question de la désignation et de porter des projets. Après, on aime ou on n'aime pas, les procédures ne sont pas les mêmes. Donc, comme tu le disais, Michel Delpont n'est pas là, donc on va pas parler à sa place. Mais actons effectivement que cette présidentielle, elle a été aussi marquée par l'irruption de deux mouvements
qui proposent une autre manière de faire de la politique. Sauf que, justement, en parlant je reviens sur ma question par rapport à Mélenchon, côté renouvellement, on n'est pas... Excuse-moi, mais Mélenchon, il a quand même une sacrée carrière politique derrière lui. Parce que quand même, vous avez parlé de ce mouvement, en effet. Alors c'est vrai que En Marche se dit aussi en mouvement. Alors justement, pour creuser un petit peu, et reste quand même que, par exemple, la France Insoumise, on pourrait penser que ce serait un front de gauche, le Parti communiste, voilà. Or, en tout cas à Bergerac, enfin dans la seconde circonscription, vous allez être opposé à un camarade. C'est ça, mais qui nous ont rejoints pour l'élection présidentielle. Je ne vous le fais pas dire. Ne portant pas de candidat à la présidentielle, nous ont soutenus. Mais il y a eu des négociations au niveau national pour les législatives, et c'est à peu près le cas dans l'ensemble des départements sur le territoire français, à savoir qu'il n'y a pas eu d'accord possible. Avouez qu'on n'est pas très loin de la tambouille, qui rate un peu. Mais il me semble qu'il y a des circonscriptions, peut-être dans le Nord, où il y a eu un accord avec le Parti communiste. Vous le regrettez personnellement, cette présence du Front de gauche et du PC? Mais moi, je trouve ça regrettable dans la mesure où ils ont suivi effectivement toutes les idéologies que portait l'Avenir en commun pour les présidentielles. Je trouve ça dommage qu'au niveau local, on n'ait pas pu s'arranger. Madame Alain, vous êtes de ce point de vue, de cet avis? C'est pas votre problème Alors, je dirais, c'est pas... Non, on peut pas dire c'est pas mon problème. Oui. C'est vrai que quand on regarde ce qui est en train de se passer, c'est vrai que on se dit peut-être que ça aurait été mieux de pouvoir réunir des forces, surtout sur des secteurs parce que quand même, on n'en a pas du tout parlé. Je ne sais pas depuis quand on a commencé, ça fait un quart d'heure, on n'a pas du tout parlé de la montée du Front National, c'est quand même pas tout à fait anodin. Et donc c'est vrai qu'à un moment, on pourrait se poser la question... C'est pas une montée, c'est une chute divisée en 3. Non, mais voilà. Bon, après, on pourrait se poser cette question-là. Moi, en même temps, je trouve que si on a des élections à 2 tours, c'est précisément pour que chaque parti politique, chaque mouvement puisse s'exprimer et donner un choix au premier tour. Si on avait une autre forme d'élection, notamment avec des proportionnels, je trouve que là, on est sur un schéma différent. Mais pourtant, Yannick Jadot, c'était une élection à 2 tours pour les présidentielles. Il a fait... C'est un choix qui a été fait à ce moment-là, oui. À l'époque, Mélenchon avait été sollicité, donc il y avait une volonté de réunir. Il y avait une volonté, qui a plus ou moins réussi, je dirais, plutôt échoué, on dirait, au niveau national. Donc, il y a cette volonté qui n'a pas abouti jusqu'alors. Bon. Mais pour moi, le fait qu'au premier tour, il y ait le fait, par exemple, j'entends dire « Oh là là, 10 candidats, 11 candidats, c'est beaucoup. » Non, ça c'est très bien. Moi, je trouve ça normal. Non, mais personnellement, ça vous a jamais traversé l'esprit de dire « Ah tiens, ça serait pas mal que quand même, sous ma candidature, avec ce que vous avez déjà fait pendant 5 ans, France Insoumise, le PC, Front de gauche, les écolos, le PS, pas seulement le PS, donc, mais tous les autres qui se disent de gauche, auraient pu se retrouver... mais vous dites non, c'est le jeu de la... Il y a eu plus de discussions au niveau national, au niveau des partis au niveau national à ces sujets-là, qui ont été, effectivement, on a essayé de relayer ça au niveau local, mais en tous les cas, moi je ne suis pas trop rentrée là-dedans parce que... vous ne le regrettez pas, quoi. Vous regrettez pas. En fait, il y a eu des sollicitations au niveau national. Moi, il me semble qu'au premier tour... Non, mais Gilles, pour apporter des précisions, parce que je pense aussi pour les téléspectateurs, soyons précis, parce que vous parlez Jean-Luc Mélenchon, c'est pas du renouveau. Non, c'est une figure politique qui est connue. Sauf que la démarche, elle est totalement insolite et nouvelle, parce que Jean-Luc Mélenchon, il ne s'est pas adressé, comme tu faisais référence tout à l'heure en 2012, au Front de gauche, qui est un cartel de partis. C'est ça. On a connu les suites. Donc on ne va pas rentrer dans la polémique, mais on a un résultat. Jean-Luc Mélenchon, au mois de janvier, il a fait une proposition directement aux citoyens en proposant sa candidature pour s'inscrire dans le cadre d'un mouvement avec un certain nombre de règles et de propositions. Et il s'est avéré effectivement qu'il y a des centaines de milliers de citoyens qui ont validé cette démarche. À partir du moment où il y a eu validation par un certain nombre de... Il n'y avait pas de raison de ne pas lancer le mouvement. On est bien effectivement, indépendamment de la personne, qu'on pense ce qu'on veut, on est sur une démarche fondamentalement nouvelle avec un résultat opératoire
soir du premier tour de l'élection présidentielle, c'est Macron fait 24, Jean-Luc Mélenchon fait 20% pour arrondir les chiffres. Moi, ce que je crois, c'est que la démarche n'est pas terminée. Et que les élections législatives, déjà, il va falloir qu'on se batte les uns et les autres. Je dis bien pour être présent au deuxième tour, pour avoir des forces de gauche et écologistes fortement représentées à l'Assemblée nationale. Parce que quand même, on voit déjà à quoi ressemble ce gouvernement. Il est très libéral pour la finance et l'économie, n'est-ce pas ? Pour le reste, on en reparlera. Libéral aussi, et ben voilà, on veut libéraliser. Quand il parle de libéraliser le travail, si c'est pour déconstruire le code du travail, il faut qu'on soit costaud en face. Et donc là, j'ose espérer qu'on aura la capacité de créer un groupe parlementaire qui soit fort. En face pour en terminer avec ce premier point, là, je reviens à cette histoire de renouvellement. L'une et l'autre, vous y croyez à ce renouvellement de la classe politique, pas seulement à cause de République En Marche, mais de manière générale? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Vous pensez qu'il y a quelque chose là qui se devine, ou bien c'est juste une petite bulle qui va disparaître assez vite? Moi, j'y crois absolument, parce qu'on a été quand même 7 millions... à voter la France Insoumise au premier tour des présidentielles, et les gens sont hyper réceptifs à ce changement en fait. Et de vous faites un lien avec Nuit debout, vous avez participé, absolument. Parce que c'est pas toujours clair ce lien entre le mouvement Nuit debout et la France Insoumise. Vous pensez qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc qui... Le lien absolument clair, c'est que c'est de la citoyenneté, et c'est vraiment des choses qui viennent du peuple et qui viennent d'en bas. Et le lien commun avec Nuit debout, c'est vraiment ça, c'est des émanants. Y compris dans le cadre électoral, c'est-à-dire du point de vue politique au sens même étroit du terme, quoi. Vous pensez que quelque chose se passe là? Sur cette campagne, on ne cache rien. Cette campagne, on l'a menée avec Christelle, mais on l'a menée essentiellement. J'ai l'habitude de mener des campagnes politiques, on se connaît depuis longtemps. Justement. D'habitude, les campagnes politiques, elles sont menées par des militants. Oui. Là, il n'y avait pas un militant dans France Insoumise, je force le trait. Sur les 180 insoumis qui sont dans la campagne, on ne parle pas de ceux qui ont fait leur campagne à leur manière. C'est la grande majorité, c'est des citoyens. Tu parles des gens qui ne votaient plus depuis 10 ans. Non, mais militant, tu veux dire... Attends, militant, tu veux dire encarté, on est d'accord? Non, mais je parle de militants encartés. Mais il y a 5% de militants en France, c'est sûr que... Ce que je veux dire, c'est que traditionnellement, mais Brigitte ne me mentira pas, les campagnes politiques avec l'épuisement de la vie politique dans ce pays, elles étaient menées par des militants ou des sympathisants. Là, on ne fait pas la promotion de France Insoumise pour la promo de France Insoumise. Entouré de jeunes de moins de 40 ans qui ne votaient plus, d'abstentionnistes depuis 10 ans. Ça dépasse un peu le cadre. Donc on est dans ça. Et le fond du programme de l'Avenir en commun, c'est aussi la création d'une 6e République avec une donne complètement différente. Alors, je voulais aborder ça après, mais Brigitte Alain voulait réagir. À ce sujet, clairement, c'est ce que j'entends, moi, des citoyens, du retour qu'ils me font. Ils me disent... Vous n'avez pas le même comportement que les autres élus. Et ça, ils me le renvoient. D'accord. Le fait qu'on peut me parler dans la rue, le fait que dans la rue, au marché, au supermarché, enfin partout, je vais là où les gens vont. Je vis normalement. Okay. Je ne vais pas dans des restaurants où on est protégé par l'argent d'ailleurs. Non, je vais là où tout le monde est. Première chose, le fait que je fais ces réunions publiques tous les mois. Et où chacun peut venir. Et alors c'est vrai qu'à un moment donné, je sais que je me rappelle d'une réflexion qui vous disiez, c'est des réunions classiques avec un monologue, pas du tout. C'est pas un monologue, j'ouvre la réunion. C'était un peu vrai au début quand même. C'était un peu vrai au début, mais parce qu'effectivement on se construit. Et croyez-moi, je vous souhaite d'être élu, mais on se construit. Et effectivement, la campagne électorale, moi dans ma campagne électorale, des gens encartés, j'en connais pas, ou il y en a 2, 3 peut-être. D'accord. D'ailleurs, je ne leur demande pas. D'accord, vous seriez donc un signe de ce renouvellement, enfin votre mandature aurait été déjà un signe de ce renouvellement, sachant que ce renouvellement, c'est tout simplement le retour à quelque chose de tout à fait normal et qui n'aurait jamais dû être oublié, c'est-à-dire des représentants du peuple normaux. Bah oui. Pour terminer sur le premier point, une question à toutes les deux, parce que c'est dommage que Rem
c'est bizarre de dire REM en plus. C'est le nom d'un groupe de rock, REM, et ça me fait un peu peur. Bon, bref. Parmi les 5 critères, parce que vous avez parlé de CV, technocratique pour En Marche, il y avait 5 critères en fait. Il y a un critère moi qui m'étonne énormément. Alors je ne sais pas comment c'est traité dans vos propres mouvements ou partis. Donc le 5e critère, pour moi c'est le plus important, efficacité et clarté. Tous les candidats investis signeront un même contrat avec la nation et porteront un projet commun devant les électeurs. Sans doute un des critères. C'est la langue de bois. Sans doute un des critères qui permettait d'éviter les frondeurs auprès de Macron, enfin en tout cas de s'assurer de la fidélité, c'est-à-dire signer un blanc-seing pendant 5 ans. En gros, est-ce qu'il s'agissait de voter? Entreprise, tu signes un contrat avec ton patron. Voilà. Mais est-ce que vous avez ce matin on parlait de mandat impératif, c'est pas tout à fait ça, mais est-ce que vous avez, comment vous pas un engagement, mais vous dites comment vous allez porter réellement cette parole, comment vous allez représenter. Voilà, est-ce qu'il y a des limites, des garde-fous qui pourraient éviter? Alors, comment ça se passe pour la France Insoumise? Voilà, il fallait signer dans cette charte. Et donc d'où le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord, pour rebondir à ce qu'on disait juste avant avec nos camarades, comme vous évoquiez à l'instant, parce qu'il fallait effectivement signer cette charte donc des Insoumis, avec des axes donc effectivement qui étaient de définir et de renforcer le programme de l'avenir en commun, de le soutenir donc avec tous les axes de politique compris derrière. Et donc la plupart de nos concertations et de nos réunions ont fait qu'il n'y a pas eu d'aboutissement à des unions possibles. La question est plus vaste. On a parlé renouvellement. Alors donc s'il est vrai qu'il y a comme ça un mouvement de fond qui peut être un retour à un truc normal, mais en quoi consisterait maintenant le développement de ce renouvellement, c'est-à-dire l'invention? Alors les lundis de la députée, le dialogue, ok, d'accord. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça que vous contrôle citoyen, enfin quelque chose. Deuxième partie, la conception de leur mandat. Premier aussi de l'avenir en commun, donc de la France Insoumise étant de constituer une assemblée constituante, donc effectivement, en impliquant des citoyens sur telle et telle thématique, et donc de des faire... états généraux. Il y a deux aspects dans la charte, parce que c'est aussi important, c'est pas pour faire simplement de la publicité pour France Insoumise, c'est un... T'es là pour ça, quoi. Non, mais on n'est pas dans le pub, mais après on s'explique. Ça s'appelle de la propagande, c'est non, très bien. La charte, c'est effectivement, on est d'accord, on est dans un 3e tour, on n'est pas dans une élection qui est déconnectée de la présidentielle. C'est la constitution d'une majorité politique qui permettra d'appliquer un programme. Donc c'est soit celui d'En Marche, soit pour nous, celui de la France Insoumise. L'engagement des élus à l'égard effectivement d'un projet, d'un programme, c'est pour couper court à je prends des engagements, mais une fois élu, je fais ce que je veux. Donc ça, on connaît quels que soient les niveaux. L'autre chose, on s'engage effectivement sur la charte anti-corps. Et l'autre élément fondamental et important, c'est pour ça qu'on a parlé ce matin dans la conférence de presse de mandat impératif ou qui peut y ressembler, c'est que les élus, ils porteront effectivement les lois, mais les lois, elles sont préparées en amont, effectivement, avec les citoyens sur des modalités qu'on va mettre en œuvre si effectivement on est élu. Sauf que Mme Boutillier peut être amenée à voter. C'est bien, elle ne s'improvise pas du jour au lendemain, elle est préparée. Excuse-moi Didier, mais vous pouvez être amené à vous positionner, à voter pour, contre ou vous abstenir sur une loi qui n'a pas du tout été préparée par les citoyens. Pourquoi ça peut arriver en tant que député. Et donc du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a ce... Parce que j'imagine... Après, on verra avec Brigitte, mais est-ce qu'on t'a reproché d'avoir voté pour ou contre certaines lois? Est-ce qu'on t'a demandé tes comptes par rapport à ça? J'imagine que oui. Donc, pour les Insoumis, comment ça se passe? Si vous êtes confrontés, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous n'allez pas faire une réunion citoyenne la veille pour le... D'accord. Ça fait complètement partie de la charte aussi de la France Insoumise, à savoir qu'il y a toujours un retour demandé de la citoyenneté, et c'est exigé aussi de la part des candidats. C'est-à-dire qu'aussi, dans cette charte, on parle de révocation des élus, on parle de non-présence à l'Assemblée. Mais alors, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas de la langue de bois, ça? Parce que, je vais vous faire une confidence, moi, la politique, ça m'emmerde. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Il y a des gens qui s'en occupent et en qui je puisse avoir confiance. C'est-à-dire leur dire, écoutez, tapez-vous le sale boulot, parce que moi, ça m'emmerde. Elle sait de quoi je parle, des fois, c'est du sale boulot, quoi. Donc, ce que vous proposez là, c'est une sorte de mobilisation de masse en permanence,
où on dirait « Oh, salopard, t'as pas fait ton truc, je te vire ». Non, en fait, ça serait du travail avec des citoyens qui ont envie de travailler sur une thématique. On ne va pas vous imposer de travailler sur le nucléaire si vous, votre intérêt, c'est l'écologie ou l'éducation. Tout m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? On va solliciter des gens qui ont envie de travailler sur telle ou telle thématique. thématique. Ne tombons pas dans la caricature, parce que sur ce que tu dis, imaginons effectivement que demain, il y ait une loi. Mais attends, une loi, elle débarque pas, enfin, sous couvert de ce que dit Brigitte. Une loi, elle débarque pas la veille pour être votée dans demain. C'est-à-dire que tu as suffisamment d'éléments de passage en commission, d'éléments d'information que tu peux restituer, permettant à l'élu, avec des groupes de citoyens. Ma question, c'est donc, voilà, donc l'élu. De prendre une position, c'est ça. L'élu sera mandaté par une sorte de conseil citoyen, de collectif ou d'assemblée citoyenne en disant voilà ce que tu vas voter à Paris. On aura expérimenté. D'accord. Brigitte, Alain, il n'y a pas ce type de contrat que j'ai lu là chez vous, j'imagine, mais comment vous faites? Comment vous arrangez tout ça? On vous fait confiance? Non, ça se passe pas aussi. C'est pas aussi caricatural que ça, ni dans un sens ni dans l'autre. Qu'on soit clair, l'élaboration de la loi, certes, il y a du temps, mais pas toujours. Voilà. Et quand on est parlementaire, on ne peut pas... alors, soit on a un gouvernement, je dirais, raisonnable par rapport aux lois, mais aujourd'hui, chaque ministre veut sa loi. Qu'on soit clair, ils veulent marquer... En fait, ça donne l'impression qu'ils ne s'occupent pas du bien public, ils s'occupent de leur passage sur la planète. Il faut qu'il ait... Enfin, voilà, qu'on se rappelle d'eux peut-être dans un siècle. C'est peut-être aussi une ruse de sursaturer les députés de façon à ce qu'ils se calment. C'est possible, je ne sais pas. En tous les cas, il n'est pas possible de travailler sur tous les textes de loi en même temps. C'est ça. Très clairement. Donc, soit on se pose dans la position où on dit, bon, on a la majorité demain matin, donc on va mettre en place ce pourquoi on a été élu, la 6e République, etc., etc. Sauf que, malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Bon, et donc, si on n'a pas la majorité et que malgré tout on est élu, on va continuer à faire le job et à le faire en représentant ce pourquoi on a été élu. Donc, pour vous, la France Insoumise, pour moi, Europe Écologie Les Verts, avec le soutien du Parti Socialiste. Donc, c'est là-dessus qu'on porte son mandat. Et sur certains textes, j'ai pu, mais aussi parce que le gouvernement l'a permis. Je rappelle que sur la loi économie sociale et solidaire, sur la loi des droits consommateurs, portée par Benoît Hamon, ce travail a été fait en amont, justement. C'est-à-dire que nous, parlementaires, nous avions la possibilité de rentrer dans un groupe de travail au ministère pour tracer les contournements de la loi. Voilà ce qu'il faudrait. Le gouvernement a fait son métier, son boulot, et donc on pouvait faire cet aller-retour avec les citoyens. Mais ça, c'est la situation idéale que je n'ai pas connue pour d'autres lois. La loi agricole, par exemple, on l'a découvert, on a découvert un espèce de pavé avec une centaine d'articles, et vous le découvrez, et même pas 8 jours après, il est en commission des affaires économiques. Donc là, on va très très vite. Et donc là, forcément, on s'appuie sur ce sur quoi on a été élu, évidemment. Parce que j'ai fait dans des réunions publiques, mais quelquefois les réunions publiques, elles arrivaient après la commission économique. Après, enfin bon, voilà. En même temps, ça m'est arrivé, moi, d'aller défendre des amendements dans l'hémicycle sur la loi logement, parce que je me rappelle qu'on était sur les 2 textes en même temps. Des amendements que j'avais portés, que j'allais défendre dans l'hémicycle, alors que je débattais en commission des affaires économiques sur la loi agricole. Donc on avait l'écran, on voyait quand mon amendement va passer, hop, je m'en vais. Enfin voilà comment ça se passe. Et ça, c'est la réalité du quotidien qui ne va pas changer du jour au lendemain, qu'il faut changer. D'accord. Mais qu'il faut changer, oui, mais si on est majoritaire et qu'on porte la 6e République, c'est pour ça qu'il faut une majorité. Oui, c'est pour ça qu'il faut être majoritaire. Mais on doit aussi se situer, quand on est en campagne, sur... Si on est majoritaire, évidemment, c'est notre programme qu'on va appliquer. Et si on n'est pas majoritaire, on va faire le maximum
pour que les citoyens soient représentés. Mais ce n'est pas toujours facile. Malgré cette situation un peu regrettable et qu'il faudrait changer, vous ne regrettez pas. Enfin, vous faites partie quand même de ces députés, vous faites partie des 60 députés qui font à peu près leur boulot, 10%. C'est classé, enfin. Malgré cette situation... Là, ce sont les influences. Pour le boulot, je dis 40e. Mais non, c'est ça ce que je dis. Oui. Malgré cette situation, vous ne regrettez pas, vous pensez que quand même être député, c'est pas rien. Contrairement à ce que je vous ai entendu dire, je ne sais plus lequel d'entre vous ce matin disait le député n'a aucun pouvoir sur le local. Tout ça. Vous, c'est pas votre point de vue. Vous pensez que on a dit ce matin qu'un député, il a un mandat national, donc il ne s'occupe pas de repeindre les trottoirs de la ville de Bergerac ou du développement de l'entreprise du coin. Voilà, c'est un mandat national. Je pose la question à Brigitte quand même. Vous ne regrettez pas cette situation regrettable en général, mais vous pensez quand même qu'un député, ça vaut la peine. Enfin, c'est ça que vous pensez. Ah, mais absolument. De toute façon, c'est un mandat national, effectivement. Et oui, ça vaut la peine, parce que alors on peut tout réinventer, mais les représentants du peuple qui participent à l'élaboration de la loi, quand même, n'est pas complètement perdue. C'est le fondement de la démocratie. Donc, oui, mais justement, donc pour moi, moi je n'ai absolument aucun regret. J'ai une certaine fierté du travail que j'y ai fait et des résultats que j'ai obtenus. Forcément, j'ai pas gagné sur tout. D'accord. Mais je trouve que moi, j'ai derrière ou avant mon mandat de député, j'ai quasiment 35 ans de syndicalisme. Mais je dirais qu'en 35 ans de syndicalisme, je n'ai jamais réussi à faire avancer, même si certains pensent que c'est trop peu, mais à faire autant avancer la démocratie qu'en étant député. Voilà, qu'en étant député. Donc ce n'est pas rien, mais un député qui bosse, il peut faire avancer les choses. Et je dis que 577 députés qui bossent, ça changerait la France. Ça serait pas mal. C'est clair. Merci de cette précision. C'est clair. Bien, pour poursuivre un petit peu... On est déjà presque dans la seconde partie du truc. Oui, sauf que je voulais terminer sur le premier. Je vais enchaîner après sur le mandat. Il y a quelque chose parce que ça a été fait aujourd'hui. J'aimerais que ça a un lien aussi avec la première question, mais après on reviendra sur la façon dont vous pensez vivre votre mandat. René Dosière a déposé ce matin des textes sur le bureau de François Bayrou. Ça me fait bizarre de dire ça. Sur le bureau de François Bayrou. C'est un militocrate. Sur la moralisation, drôle de terme, moralisation de la vie publique. Donc en fait sur la fameuse transparence, etc. Ça revient un peu ce que vous disiez sur le renouvellement. Parmi ces propositions, il y en a 6 ou 7, et il y en a 2 sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Première proposition, l'encadrement du financement des partis. Est-ce que vous savez combien de partis politiques en France aujourd'hui, par exemple? Est-ce que vous avez une idée? 456, pourquoi? Merci, c'est ça. Il y en avait 20 en 1990. Donc, voilà. Donc, sa proposition, ça serait d'exclure les micro-partis du financement, avec 4 critères pour être un parti politique, avoir un objet politique, rassembler des militants et soutenir des candidats aux élections locales et nationales. Donc, première question sur l'encadrement du financement des partis, qui viserait en fait à écarter les micro-partis qui arrivent pour chercher en quelque sorte du financement. Parmi les autres propositions, je vous fais grâce... On peut sur la première ou après peut-être je reviendrai sur les 3 encadrements, etc., parce qu'on va enchaîner. Une autre proposition, c'est la limitation du cumul des mandats dans le temps, donc 3 cumuls, enfin 3 mandats. René Dosière est député depuis 1900. Successif. Il est député depuis... Elle a déjà dit 2, pas plus. Attends, je termine, Gilles. René Dosière est député depuis 1988, donc c'est sympa de le proposer. Et visiblement, il y aurait 30% de députés qui seraient giclés si cette proposition était retenue. Et enfin, une proposition qui m'a énormément étonné en termes de transparence, c'est la suppression de la réserve parlementaire. Donc voilà les 3, il y en a 7, mais il y a sur ces 3 propositions-là, encadrer le financement des partis, le cumul des mandats successifs ou autres, et surtout la suppression de la réserve parlementaire. Est-ce que ce sont 3 signes pour vous de modernisation de la vie politique française, l'une ou l'autre, comme vous voulez? Je sais pas, vous souhaitez... Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, ça fait partie de tout ce dont on vient d'aborder un petit peu avant, c'est-à-dire la modernisation un petit peu de ce système politique français. Après, on n'est pas forcément d'accord sur tous les points évoqués, c'est certain.
Mais le non-cumul des mandats, par exemple, fait partie de l'un de nos axes prioritaires à la France Insoumise et on trouve ça pertinent, voilà, que ce soit même effectif. La loi commence à vous suivre là-dessus. Voilà. Doucement. Voilà. Tout doucement. Et voilà. Et la réserve parlementaire, par exemple, vous pensez que c'était... Philippe, là, la proposition qui est faite, c'est une proposition. Donc, pour qu'elle devienne force de loi, il faudra effectivement qu'il y ait une assemblée avec des députés qui soient élus. Donc, non, mais attends, ils sont en train de. Non, mais je dis pas. Nous, notre proposition, en réponse à ça, elle est simple. C'est la 6ème République, d'accord? Voilà. D'accord. Qui est dans le programme l'avenir en commun. Non, mais est-ce que la réserve parlementaire vous paraît quelque chose qui va à l'encontre de la modernité, enfin de la transparence? Est-ce que, par exemple... Tu dis ça parce que nous, on a bénéficié de la réserve d'ailleurs, ça a été annoncé, Canal Pro pourra bénéficier de la réserve parlementaire comme d'autres associations. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui permettrait de moderniser ou alors est-ce que c'est n'importe... Enfin, ça n'a aucun intérêt? C'est à vous que je pose la question, oui, sur la réserve parlementaire. Mais moi, je trouve que c'est pas de mauvaise chose, puisqu'on en voit un témoignage très réel, c'est que les retombées sont pour le local, et donc moi, je trouve ça pertinent aussi qu'il y ait une transparence, effectivement. L'essentiel, c'est que ce soit effectivement connu, enfin public, quoi. Voilà, pas absolument, secret. que ce soit rendu public, et que si c'est pour en faire bénéficier des acteurs locaux, nous, on trouve ça complètement... Donc, quand c'est rendu public, il n'y a pas de clientélisme possible, en gros, en quelque sorte. Absolument. Madame Alain, sur ces 3 points. Sur ces 3 points, sur la question de financement, notamment ces micro-partis, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne voie d'entrée. Ces micro-partis, un certain nombre, sont là pour nourrir des partis bien connus et fonctionnent avec... voilà, en sous-marin. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit à travers ces mesures-là qu'on va moraliser en quelque part. On se demande bien, enfin bon, on sait qu'il y en a, ben oui, ils sont là juste pour l'argent, d'autres pour d'autres choses, enfin, donc c'est vrai que c'est assez malsain comme système, parce que effectivement, autant on peut être en accord avec le fait qu'il faut qu'il y ait une expression plurielle, mais quand on arrive à 400 et quelques partis, bon, il y a quand même quelque chose de pas clair là-dessous. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la façon de le moraliser, parce que par contre, il faut faire attention, il ne faut pas empêcher, par exemple, des nouveaux partis de naître. C'est ça qui est... de nouveaux partis ou mouvements de naître. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a une candidate France Insoumise, tout simplement parce que ce mouvement est né... Et c'est la force de la démocratie. Voilà, donc ça serait fâcheux. La deuxième question... Cumul des mandats, mais... Cumul des mandats, là, je crois que j'ai... Vous avez répondu sur le cumul. En disant qu'effectivement, je pense que 3 mandats, ça me paraît être effectivement largement assez... que ce soit à l'Assemblée nationale. Et vous-même 2 d'ailleurs, a priori. Alors, en ce qui me concerne, moi je me suis engagée, que ce soit un 2e mandat si je suis élue et que ce soit le dernier. Parce que bon, c'est aussi eu égard à mon âge, tout simplement, où je considère... c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie. J'en ai encore pas mal, donc voilà. Mais et puis c'est vrai que un mandat c'est très très court par contre pour pouvoir aller jusqu'au bout. Je répondais à ma première réunion publique samedi à Quessac, une dame qui parlait de la loi sur l'alimentation, qui disait il faudrait aussi le faire entrer dans l'éducation, etc. Mais je dis, mais attendez, dans mon rapport parlementaire, ça fait partie d'une proposition. Oui. Ma proposition de loi, c'est 5 articles. Les propositions de mon rapport, c'était 50. Et donc, il faut avoir le temps après, soit de l'introduire dans une autre loi, enfin voilà, c'est du travail de fond. Donc, il faut quand même avoir du temps. Après, concernant la réserve parlementaire, je dis clairement que quand nous sommes arrivés, c'était occulte complètement. Mais alors, plus qu'occulte que ça n'existait pas, puisque certains parlementaires avaient 30 000 € à distribuer sur leur circonscription.
C'était ceux qui étaient dans l'opposition, et ceux qui étaient dans la majorité, ça pouvait aller jusqu'à 200, 250 000 euros. C'est pas lié au nombre d'habitants, vous voulez dire? Non, pas du tout. Alors qu'aujourd'hui... Non, là c'était du clientélisme. Ah ouais, là, bon, alors que dès le début, il y a eu quand même une loi là-dessus, pour que ce soit la même chose pour chaque parlementaire. Et moi, avant même cette loi, je m'étais engagée à publier des orientations en disant moi j'ai été élu sur un projet politique, oui, c'est plutôt et la réserve parlementaire c'est pas fait pour mettre sur les ronds-points. Je dis pas que c'est inutile, quelquefois un rond-point il le faut parce qu'on a trop de morts sur les routes, bon enfin peu importe, mais voilà, moi je considère que la réserve parlementaire, vu les sommes dont on dispose, je rappelle aujourd'hui 130 000 euros pour une circonscription, c'est peu. À la fois on peut dire c'est beaucoup et c'est peu, sûr, pour accompagner des projets locaux. Donc si on nous donne une orientation, s'il y a de la transparence, on peut faire mieux. Je vais essayer lors de la prochaine mandature de trouver une formule pour qu'on ait une consultation citoyenne. Mais c'est toujours pareil quoi. Consultation citoyenne pour la réserve. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, ne serait-ce que pour les orientations, par exemple. Enfin, on peut, mais voilà, après, il y a le temps dont on dispose. Il y a celui qu'on passe à l'Assemblée nationale, celui qu'on passe au niveau local, et il faut faire une alchimie avec ça, qui n'est pas toujours facile, parce que là aussi, le temps parlementaire, on vous dit, il y en a qui sont étonnés, ah bon, vous y allez toutes les semaines? Ben oui, c'est tout le temps l'Assemblée nationale. Et les temps forts sont mardi, mercredi, jeudi, mais quelquefois des propositions ou des projets de loi sont en débat dès le lundi, et des fois jusqu'au vendredi, voire, la loi agricole, on l'a fini le vendredi soir à 4h du matin. On observe souvent que la loi est plus raisonnable que ce qu'on croit, même si on l'accuse de 1000 mots, mais souvent elle est plus raisonnable. Et à mon avis, la réserve parlementaire, maintenant, c'est un peu ça. Ça peut paraître un truc un peu... Non, mais c'est m'étonné que ça soit une des propositions de moralisation de la vie publique. Sachant que ça aussi, si tu veux, c'est des ruses. Par exemple, avant, un certain nombre de mes collègues, alors que moi j'ai découvert en arrivant à l'Assemblée nationale que la réserve parlementaire pouvait accompagner des projets associatifs. Bien sûr. Parce que beaucoup de mes prédécesseurs et de mes collègues actuels faisaient le choix que ça n'aille qu'aux collectivités locales. Sûr, et je trouve ça bien dommage, parce que justement les associations, sans les associations, qu'on soit clair, beaucoup de vie culturelle, le vivre ensemble, ça part beaucoup des associations quand même. Bien, on a fini le premier point, le premier grand point. On va même bien entamer sur la mandature, peut-être. Je veux dire le second point. Le second point, on l'a déjà entamé. Leur mandat, ils sont en train d'en parler là. Bon, mais alors, à vous, qu'est-ce que, comme ça, vous êtes élu, et qu'est-ce que vous faites? Déjà, nous, on avait... vous arrivez timidement à l'Assemblée nationale. C'est ça. Pourquoi civilement? Parce que quand même, c'est impressionnant. Juste le premier jour, on est timide. Après, il faut ne pas l'être. C'est vrai que ça doit être impressionnant quand même pour le premier passage. Nous, on avait aussi l'idée de faire remonter tout ça au niveau local. C'est-à-dire qu'on va porter à l'Assemblée nationale des volontés, des exigences citoyennes au niveau local. Et ça, c'est très important. Alors, dans le programme L'Avenir en commun est aussi évoqué la désertification des médecins dans les campagnes. Alors oui, par exemple ici, qu'est-ce qui vous paraît le plus important, quoi? C'est ça qu'on vous demande. On peut parler au niveau local. Par exemple, l'hôpital de Bergerac, chaque année un peu plus. Voilà, on a des services de cet hôpital qui se réduisent nettement et fortement. Quand on voit que des médecins, que ce soit des obstétriciens, des gynécologues, etc., avec des spécificités bien particulières, ne sont pas renouvelés. Cardiologues. Et des cardiologues également, on n'en a plus. On a très difficilement l'accès à certains soins ou à certaines analyses médicales. Voilà, ça fait partie aussi des priorités que l'on a, parce que l'intégralité des services publics en campagne, en France, on s'aperçoit bien qu'il y a un gros souci. Et donc voilà, pour parler et rebondir sur l'écologie, il y a aussi cette fameuse règle verte qu'il faudrait appliquer réellement, parce qu'on s'aperçoit bien qu'on est devant des difficultés écologiques certaines.
Et donc voilà, il y a plein de projets, il y a plein de choses. Et nous, on parle effectivement de cette mouvance. Cette transition écologique, dans un truc comme la Dordogne, ça passerait par quoi? Par exemple, en étant prudent, raisonable, je veux dire, pas demain, la sixième République et le paradis. Mais, Gilles, il faut être cohérent. Tu poses la question de savoir, effectivement, où vous êtes élu. Alors, il y a deux conditions. Tu es élu dans une majorité pour appliquer un projet, un programme, et c'est ce qu'on porte, et ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Face au projet d'En Marche, je suis désolé, mais il n'y a qu'un seul autre projet cohérent qui a été présenté aux Français depuis 1 an, qui a été validé, qui a été acté. C'est un bon militant, les autres candidats, c'est pas faire injure à Brigitte qui est là. Un peu quand même. Mais non, Brigitte, c'est pas notre. Si j'avais su, j'aurais amené quelqu'un parce que je savais pas qu'on pouvait le faire. Mais bon. Mais ceci étant, ça me dérange pas. Je vais parler à sa place. Nombreuses pollutions. Autre modèle de production. Je finis si tu permets. Je finis si tu permets. Pas de croissance infinie. Notre adversaire à nous, c'est En Marche. Il a un projet cohérent. On aime ou on n'aime pas son projet, mais il a un projet cohérent. En face, il y a un projet cohérent qui s'appelle l'Avenir en commun, France Insoumise, avec 42 livrets. On l'a dit ce matin, on va apparaître dans le détail. Nous, on est là pour imposer à Emmanuel Macron sa première cohabitation. Sinon, après, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver en opposition. Et moi, je demande aux téléspectateurs d'observer, effectivement, en dehors de En Marche, qui a un projet, France Insoumise, qui a un projet, les autres, ils sont tous en train de réécrire en 15 jours les projets qui étaient portés par les candidats à la présidentielle. Mais c'est pas moi qui... Attends, c'est pas moi qui réinvente ça. C'est la réalité. Mais là, tu parles d'alternative nationale, mais tout à l'heure, moi, quand j'entends Madame Boutillier, c'est le local, les citoyens, et tu parles d'un programme national. Enfin, bon. Après, je dis sur la façon de mettre parce qu'il va falloir qu'on aille contre ces traités européens d'agriculture. Alors, qu'est-ce que vous à l'étranger, il faut qu'on reproduise. Pas tous les deux, pas tous en même temps, oui. Avant que Brigitte réagisse à cette alternative qui peut-être n'en est pas une, Madame Boutillier, qu'est-ce que vous... Il faudra réagir au niveau des traités européens concernant l'agriculture, par exemple. On ne peut pas continuer à avoir cette déferlante-là. On pourrait s'autoproduire dans plein de domaines au niveau de l'agriculture, et notamment au niveau local. Et là, c'est tout ça qu'il faut repenser aussi différemment. Et je pense que véritablement, là, il y a un gros travail aussi de fond à produire et à proposer. Parce qu'effectivement, on est sous gouvernante de ces traités européens qui, on voit bien, nous asphyxient chaque année un peu plus. La question des terres agricoles en Dordogne, c'est très important. Absolument. Et là, par exemple, on a beaucoup de retours de viticulteurs, d'agriculteurs, qui sont en porte-à-faux complètement par rapport à leur activité, qu'on ne laisse pas du tout, avec des possibilités d'agir parce qu'ils sont sous couvert de traités européens, de subventions européennes, etc. Donc, ils sont complètement pris à la gorge. J'ai l'exemple de citoyens qui étaient sur... Razac de Saucignac à faire des pruniers avec l'appellation pruneau d'Agen. Ils ont mis 20... C'est pas une appellation. Certifié pruneau d'Agen. Tout ça pour dire qu'ils ont attendu 25 ans que ces pruniers donnent des fruits suffisamment calibrés pour avoir une justification financière intéressante. Et là, on vient de leur dire qu'avec les dernières circulaires européennes, il fallait couper les pruniers pour faire... Donc, on a des retours complètement consternants de cette agriculture en France. Contradictoire. Est-ce que ça vous rapproche un peu ou pas du tout? Ça nous rapproche, mais ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, par la loi, on peut faire beaucoup de choses, et que on peut pas sous couvert de traité, dire qu'à cause de l'Europe, on ne pourrait pas faire certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, notamment par rapport à la relocalisation. On peut faire énormément de choses. Et donc, en fait, mais effectivement, par exemple, la politique agricole européenne, aujourd'hui, sans modification de la politique agricole européenne, effectivement, c'est un vrai frein pour redéployer une autre politique qui soit beaucoup plus alimentaire, très clairement. Et effectivement, aujourd'hui, les aides vont aux plus grosses exploitations, quand même. Donc, nous sommes complètement d'accord. Donc, c'est très clair, de toute façon. Vous avez eu l'épisode sénatorial avec votre loi Oui, absolument. Mais ça montre bien, d'ailleurs, pour qu'ils s'y soient mis, ils aient mis autant d'acharnement,
c'est que, effectivement, si l'aboutissement de ma loi fragilisait de toute façon, effectivement, tout cet arsenal. Régnant. Évidemment, Voilà. parce que sinon, pourquoi aurait-il mis autant d'acharnement à la déstructurer? Donc, oui, on peut faire des choses au niveau local et au niveau national. Et moi, j'ai toujours fait ce lien entre mon travail au niveau local et le niveau national. La loi de transition énergétique, on peut dire, elle n'est pas assez loin, ceci, elle... En même temps qu'on vote la loi et qu'on la fait évoluer, etc. Mais faisons en sorte qu'au niveau local, on se saisisse de la loi. Ça se traduit. Moi, c'est quand même ça que on ne peut pas dire que c'est juste un mandat national. Ça n'est pas vrai. Si c'est juste un mandat national, on élabore la loi et puis après, franchement, il faut insuffler au niveau local. Alors effectivement, c'est par le débat citoyen, mais c'est aussi agir, les élus locaux, il faut avoir un travail en permanence de lien avec eux. Le projet alimentaire territorial, il y a beaucoup d'endroits où franchement, vous demandez aux élus locaux ce que c'est, franchement, ils ne savent pas. Hein. On l'a porté dans la loi, on l'a voté. Donc aujourd'hui, notre travail à nous parlementaires, c'est de faire en sorte que sur les territoires, ça se mette en place et de faire en sorte que l'État accompagne cette mise en place, évidemment. Et donc c'est ce lien permanent par les déplacements. Si on ne fait rien, la voie ferrée qui relie Bergerac à Sarlat, Bergerac à Bordeaux, Bergerac à Paris, elle disparaîtra. À un moment donné, c'est les orientations financières. Une loi des finances, c'est ça la loi des finances. C'est point par point, pouvoir dire, attention, là, si on met l'argent là, ça va aller plutôt à l'LGV, et puis terminer pour nos voies ferrées, nos réseaux locaux. Donc l'argent, comment on met l'argent? Les lois de finances, on voit que vous avez gardé la foi en 5 ans, c'est bien. Ah ben oui, bien sûr, absolument, mais oui, parce que... Et pourtant, clairement, oui, il y a des amendements que j'ai portés chaque année qui n'ont pas abouti, mais pour autant... parce qu'on n'était pas majoritaire, donc oui, il faut être majoritaire pour pouvoir gagner. Je pense que c'est important à fouiller, c'est pas du tout à remettre en... Mais c'est fondamentalement le mandat national, c'est les moyens. On prend l'exemple effectivement du formidable projet de loi que tu as porté. Mais si par exemple l'État ne s'engage pas auprès des collectivités locales pour dire demain, dans le cadre de la transition écologique, de la planification sur une autre agriculture, un autre développement, on institue le principe de la gratuité dans les écoles publiques, ça veut dire qu'effectivement l'État s'engage non pas à la place des collectivités locales à qui on va demander des efforts supplémentaires. L'État va mettre les moyens nécessaires pour faciliter effectivement ces éléments de transition. Le seul problème, c'est que tu n'as pas aujourd'hui des éléments, il ne s'agit pas d'être en coercition à l'égard des collectivités locales qui sont étranglées. Il s'agit effectivement de favoriser les éléments du développement. Et bien évidemment, sur certains aspects des problématiques de développement économique liées à la nécessité de passer à autre chose, il faut qu'on passe à un autre modèle de développement, donc il faut l'accompagner. Donc ça veut dire c'est bien par la loi. Après, c'est par la loi et notamment par la fiscalité. Parce que je ne suis pas sûr que les collectivités aient envie d'être sous pression de l'État. Il y a des différenciations de territoires qui sont plus effectivement favorisées pour accélérer ou permettre l'accélération de la planification de la transition écologique. Pas s'arrêter sur les termes. Un département de la Dordogne, avec son agriculture, avec sa forêt, avec un certain nombre d'atouts, il est mieux doté effectivement pour ça que d'autres départements qui sont essentiellement urbains. On est bien d'accord. Donc, mais ça nécessite quand même effectivement force de loi, parce que si tu n'as pas la loi, si tu n'as pas les moyens financiers, si tu vas pas chercher l'argent là où il est et non pas que dans notre peuple, non mais c'est ça, la cohérence politique. Mais évidemment, mais en même temps. C'est clair que ça s'accompagne aussi, le préalable aussi, c'est une autre fiscalité. La remise à plat de la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, les collectivités locales sont sous perfusion de l'État parce qu'on a supprimé des échelons de la fiscalité qui faisaient qu'elles avaient plus d'autonomie. Donc attention, je ne suis pas sûre que les collectivités locales elles aient envie
d'être sous perfusion de l'État en permanence. Quand j'entends la suppression de la taxe habitation qui serait plus injuste qu'un autre impôt, moi je veux bien. On pourrait peut-être plutôt discuter de comment on rétablit, comment on fait en sorte que cette taxe d'habitation soit plus juste. Mais la supprimer, c'est supprimer un impôt local. Et on dit aux collectivités, ah mais vous inquiétez pas, il y aura une péréquation. Oui, la première année, la deuxième année. Puis dans 10 ans, on aura oublié complètement que c'était la taxe d'habitation. Et puis elles seront soumises au fait que l'État, elle baisse ou elle monte les dotations d'État. Et du coup, quand on parle de capacité citoyenne, parce que le citoyen il s'exprime, mais il faut aussi qu'il y ait les moyens. Et les collectivités locales, je ne crois pas qu'on ait envie dans notre pays que tout soit géré au niveau de l'État. Absolument tout. Imaginons, tout à l'heure, on parlait qu'une ville, elle a besoin aussi pour gérer une ville, pour son fonctionnement, il y a besoin de l'impôt. Alors, il faut remettre à plat la fiscalité. Pour quelle fiscalité? Comment on prélève? Comment il y a une fiscalité qui permet une autonomie au niveau local? Comment une fiscalité avec des orientations régionales au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, voilà. Donc, bien. Oui, mais c'est pas ce que tu dis. On va commencer à descendre. On va descendre. Bien. On va pas faire le débat sur la fiscalité maintenant parce que c'est un peu, voilà. Enfin, on pourrait, hein, mais bon. En plus, M. Delpont n'étant pas là et que c'est une proposition de Macron et d'En Marche. Oui. Ouais, ça sera ma dernière. Ouais. Madame Alain, elle est pour elle défend l'idée et le fait d'un État palestinien. France Insoumise aussi? Totalement. Oui. Absolument. Bien sûr. Oui. Absolument. Bon, bien évidemment. Vous n'allez pas vous engueuler là-dessus, donc. Non, je crois qu'on s'est trouvés souvent ensemble sur ces sujets-là et qu'on soit clair au niveau international. Aujourd'hui, on sait que d'ailleurs beaucoup de problèmes internationaux dont le terrorisme est une des conséquences. C'est vrai que la politique étrangère, ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, entre autres cette chape de plomb sur la Palestine depuis 70 ans, c'est pas neutre du tout. Et que aboutir à la paix en Israël et Palestine, avoir deux États qui puissent vivre en paix, je pense que ça changerait beaucoup de choses dans toute la périphérie et bien au-delà, et sur la planète. Comme vous dites, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 70 ans. Ce 70 consensus, ans exactement. Voilà. 47. Donc on entretient quand même relativement cette situation. Bien, est-ce que vous voulez ajouter, on a vu certains points de convergence, de divergence. On aurait pu répondre à la grande question qu'est-ce que l'État, mais bon. Là, oui. On aurait pu parler de la loi NOTRe. D'autres thèmes également. Écoutez, merci d'être venu en tout cas. Voilà. Et juste un élément, Philippe, c'était qu'on regrette comme vous la présence de la non-présence de Marche, parce qu'on va profiter quand même de votre temps d'antenne publique pour leur faire une proposition. C'est une proposition collective de France Insoumise, puisque c'est une élection, puisqu'il y a deux projets, le projet d'En Marche et le projet de France Insoumise. On propose à Michel Delpont, effectivement. Je trouve que c'est un peu réducteur. Il y a 11 candidats et il semblerait qu'il n'y en ait que 2 qui auraient des projets politiques. C'est faire beaucoup d'honneur à monsieur Delpont. Je pense que je suis porteuse moi aussi d'un projet politique et je demande à débattre avec M. Delpont si toutefois nous on fait une proposition, nous on fait une proposition. Voilà, je trouve ça un peu surprenant. Nous on essaye de faire ça tout le temps. Ce cadre-là est aussi dégueulasse ce soir, donc c'est dommage. Bon, alors on a bien compris qu'il y a une seule alternative possible du côté de Didier. Je ne sais pas si c'est pour tous les insoumis pareil. FI et les autres. Voilà, non, c'est FI contre Macron, donc on a vraiment un combat national, ça me dérange. Enfin,
C'est un peu embêtant par rapport aux enjeux des législatives, je trouve. Il n'y a pas que ça. C'est très réducteur. C'est réducteur. Je pense que c'est dommage. Je trouve quand même dommage de penser qu'on peut avoir raison tout seul. Hein. On souhaite être une force d'opposition à Macron. Non, M100. Voilà. Et puisque tu es invité, mais après, comme ça, je sais même pas. Et des 3 candidats FN que nous attendons avec impatience. Nous vous attendons pour le débat du deuxième tour. Vous serez peut-être 3, 2, peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Donc le 14 juin à 14h ici, et peut-être qu'on pourra là poursuivre ce qu'on a déjà entamé. Bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Excusez-nous pour notre brutalité. Merci à vous. Oh, je sais pas. Non, ça va, c'est pas trop. Et merci à Nassima. Merci. Et je crois que malgré tout, ce qu'on appelle crise de la démocratie a très très peu à voir avec la démocratie. C'est vraiment une crise du système représentatif, bon, en tant que tel. Et d'une certaine façon, une crise qui, atteste précisément du fait qu'il y a très très peu de démocratie dans ce système. Parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une espèce de grand corps collectif qui s'appellerait le peuple, comme ça, qui réclamerait des choses, qui s'exprimerait à travers des représentants. Mais c'est pas comme ça. Il y a une offre en quelque sorte, et bon, on se situe par rapport à une offre, mais je crois que fondamentalement, il faut inverser un peu les choses. On dit toujours, on fait toujours comme si c'était le peuple qui crée en quelque sorte la représentation. Non, c'est la représentation qui crée le peuple. Ay, lo vino. Seguro que fueron los